Conakry, 14 mars 2018 au sommaire, fini la crise dans le secteur de l'éducation. Un protocole d'accord a été signé. Les parents d'élèves expriment leur soulagement. Les femmes saluent la hauteur d'esprit du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La 62e session de la condition de la femme se tient à New York, aux États-Unis, au centre des débats, l'accès des femmes aux médias et aux technologies de l'information. Comment renforcer la sécurité et la coopération internationale dans le secteur maritime? La question est en débat à Kindia. C'est au cours de la retraite des acteurs de l'administration maritime. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. La fin de la crise dans le secteur de l'éducation. Les cours reprennent demain, jeudi, sur toute l'étendue du territoire national. Un protocole d'accord a été signé mardi entre le syndicat de l'éducation et le gouvernement sous les auspices du médiateur de la République. Alia Kamara, reportage. Il était 23 h hier mardi 13 mars lorsque les principaux acteurs des négociations entre le gouvernement et le syndicat ont rejoint la salle du 28 septembre du Palais du Peuple pour la signature d'un accord de sortie de crise. Un accord obtenu avec l'implication personnelle du président Alpha Condé et sous la facilitation du médiateur de la République. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater finalement que le gouvernement et le SDEG sont parvenus à un accord. Mais avant, je tiens à remercier tout le monde. D'abord, les responsables à tous les niveaux de votre fédération syndicale pour leur assiduité, leur sens de responsabilité, toutes choses qui ont permis à ces négociations de se tenir dans la convivialité, le respect mutuel. Je tiens aussi à remercier le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, le président Alpha Condé, qui n'a ménagé aucun effort pour être à l'écoute attentive des négociateurs, en faisant en sorte que chacun de nous accepte de placer la Guinée au-dessus de tous les intérêts. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à ce point. Je tiens surtout à remercier les hommes, les femmes, cadres de tous bords, ils sont très nombreux, qui ont aidé au rapprochement des positions des uns et des autres. L'accord ainsi obtenu s'articule autour de 6 points, dont le paiement des 30% restants de la valeur monétaire du point d'indice avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2018. Autre point obtenu, la levée de sanctions contre tous les enseignants pour fait de grève. Les résultats que nous avons obtenus reflètent exactement l'aspiration profonde de toutes nos structures à la base, en tenant compte des correspondances que nous avons reçues de la part de tous nos bureaux communaux et préfectoraux de l'Union, n'est-ce pas, syndicale du SLEC. Le bureau exécutif décide de la suspension de la grève déclenchée le 12 février. Les négociations ont duré 3 semaines. L'accord ainsi paraphé par toutes les parties prenantes résulte de la volonté politique du chef de l'État à mettre l'intérêt supérieur de la nation au cœur de ses préoccupations. Je pense que ce n'est pas mon confort personnel qui est le plus important. Je dis qu'il faut féliciter et remercier le chef de l'État qui lui-même s'est impliqué personnellement pour la résolution de cette crise. Il n'a pas ménagé ses efforts et sa peine pour aboutir au résultat d'aujourd'hui. Je pense que c'est à lui que revient en premier le mérite et également à tous ceux qui sont impliqués, de bonne volonté, nombreuses, certains sont connus, d'autres sont anonymes. C'est l'aboutissement d'un effort collectif et aujourd'hui, je pense que chacun de nous a des raisons d'être fier d'être guinéen. Je l'avais dit dès le départ qu'il n'y avait pas de raison que nous n'arrivions pas à un accord parce que tous nous aimons ce pays,
Nous sommes des patriotes, nous sommes responsables et nous sommes capables de relever n'importe quel défi qui se pose à cette nation. Je voudrais donc remercier tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin à l'aboutissement de ces négociations et en particulier bien sûr le chef de l'État dont la volonté politique et l'implication personnelle ont permis ce dénouement heureux d'aujourd'hui grâce auquel nos enfants vont enfin, à la satisfaction de tous, reprendre le chemin de l'école. Relancée le 12 février dernier, la grève des enseignants a provoqué plusieurs cas de violence, dont des actes de vandalisme contre le patrimoine routier. Avec cet accord, les esprits devraient être apaisés pour permettre aux élèves de reprendre le chemin des classes. La crise qui a paralysé l'enseignement préuniversitaire a trouvé donc une issue heureuse. Les élèves retournent en classe demain. Les parents d'élèves expriment leur soulagement. Alpha Isiagaba a recueilli les propos de quelques-uns. Regardez. Je suis très contente. Moi-même, j'ai 5 enfants qui chômaient, qui étaient à la maison depuis 1 mois maintenant. Je suis très ravie que le gouvernement ait trouvé un compromis avec le SLEC. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Quel qu'en soit le problème, il faut faire une table ronde, il faut s'asseoir, trouver une solution. La rue ne trouvera pas la solution, c'est le débat. La fin de la crise là, c'est vraiment une joie pour tout le peuple de Guinée, pour tous les patriotes. Ce que je peux dire, tous les élèves, tous les maîtres, tous les professeurs doivent rejoindre les classes. Parce que le retard, on a consommé des retards. Il faut qu'on rattrape le retard qui a été consommé. Je suis très contente et ravie par rapport à la reprise des cours. Donc j'aimerais que les élèves, nos frères, nos soeurs recommencent les cours dès demain. On a compris que la plupart des enfants étaient dans la rue et ce qui n'était pas du tout une bonne chose. Donc ça a été vraiment une bonne, disons une bonne issue qui a été trouvée à cette crise. Et ceci, il faut quand même louer les efforts personnels du chef de l'État qui s'est personnellement impliqué avec sa volonté politique aussi pour le dénouement de cette crise. Vraiment que nous saluons tous. Après donc un mois de crise dans le secteur de l'éducation, un accord a été trouvé. Les femmes saluent la hauteur d'esprit du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Au marché de Bonfils, les marchandes ont tenu à témoigner de leur gratitude au président de la République. Moussa Bangoura fait le point. Les femmes expriment leur joie suite à la fin de la crise qui a secoué le système éducatif guinéen il y a quelques semaines. Elle remercie par ailleurs le gouvernement et tous les acteurs qui se sont investis pour la résolution de la crise. Moi, je remercie le gouvernement de fait qu'ils ont fait quelque chose et qu'ils ont compris souvent. Ils ont annulé le grève. Je remercie le président de la République pour ça et son gouvernement, sous tous les mangeurs de la politique qu'ils ont installés et que Tibou Kamara a pu annuler cette grève. Je le remercie pour ça et le médiateur de la République. Ici, au marché Bonfils, dans la commune de Matam, par exemple, les étalagistes et autres marchands ambulants vaquent à leurs affaires quotidiennes. Tous saluent le déblocage de la situation. Nous avons lutté pour la cause de nos enfants. Puisque la situation est débloquée, on prie pour le président et son gouvernement. Dès demain, les cours vont reprendre sur toute l'étendue du territoire national. Un ouf de soulagement. Direction New York, aux États-Unis, avec l'ouverture de la 62e session de la Commission de la condition de la femme. La participation et l'accès des femmes aux médias et aux technologies de l'information figurent en bonne place. Des tables rondes et des conférences débats sur les femmes rurales sont au programme. De New York, voici le reportage de Fatoumata Samora. La Commission de la condition de la femme ouvre sa 62e session sous le thème « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ». Pendant 2 semaines, ces femmes marginalisées seront sous les projecteurs ici au siège de l'ONU à New York en vue de magnifier leur expertise mais
mais aussi dénoncer les problèmes qui freinent leur épanouissement. Les femmes sont des scientifiques pionniers, des mathématiciens, mais elles n'occupent que 30% des emplois dans la recherche et le développement dans le monde entier. Les femmes sont des artistes accomplis, des écrivains, des musiciens, des producteurs de films. Et cette année, 33 hommes ont été récompensés, 6 femmes seulement aux Oscars. Les femmes sont des négociateurs, des communicateurs, mais aux Nations Unies, la proportion des femmes ambassadeurs n'est que de 20%. Garantes de la sécurité alimentaire, de la résilience au changement climatique et de l'économie dans leur communauté, les femmes et filles rurales méritent écoute et soutien des pays et de la communauté internationale. Ceci faciliterait leur action en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. En Guinée, la gente féminine participe pleinement à l'essor socio-économique du pays à travers des projets innovants. La Guinée, à travers les expériences louables que le gouvernement a développées, nous avons en tout cas partagé avec les autres pays l'accès à l'éducation, l'accès aux technologies de l'information et de la communication, l'accès au transport pour les femmes en faveur des femmes en milieu rural ont été développés. Nous avons recueilli les bonnes pratiques. Par exemple, nous avons aujourd'hui en termes de pratiques la promotion des femmes dans le domaine de la transformation pour qu'elles puissent servir de levier, en tout cas à l'amélioration de la nutrition en Guinée. La 62e session sur la condition de la femme se poursuivra jusqu'au 23 mars, 2 semaines au cours desquelles les participants œuvreront à trouver des solutions pour améliorer les conditions d'autonomisation des femmes et des filles vivant en milieu rural et partout dans le monde. Restons à l'étranger pour signaler qu'une délégation guinéenne séjourne en Inde. C'est à la faveur du sommet de l'Alliance solaire internationale. À marge des travaux, la délégation, conduite par le ministre des Affaires étrangères, a visité les installations du groupe Tata. Dans le même temps, la délégation a échangé avec le secrétaire exécutif de l'Alliance solaire internationale. Le compte-rendu de Cheikh Mabinti Silla, rendu en studio par Ibrahima Keïta. Le ministre des Affaires étrangères des Guinéens de l'étranger et sa suite, en marge des travaux du sommet de l'Alliance solaire internationale, ont visité les installations du groupe Tata. Ici, les responsables de ce groupe spécialisé dans l'énergie solaire ont présenté à la délégation guinéenne les offres de leur groupe en matière d'énergie solaire. Les envoyés spéciaux du président de la République, professeur Alpha Condé, se sont intéressés à tous les détails. Des détails devant servir la Guinée dans l'atteinte des objectifs de production et de distribution de l'énergie dans le pays. Avec le secrétariat exécutif de l'Alliance solaire internationale, les échanges ont porté sur la production de l'énergie solaire dans 121 pays en développement. L'objectif étant d'améliorer la vie des populations et de protéger l'environnement. Ce sont pour la plupart des pays en voie de développement. Le rôle de l'ISA pour le développement en Afrique, l'ISA a 3 rôles. Le premier rôle est d'augmenter la capacité de l'énergie dans les pays africains grâce à l'énergie solaire. Le deuxième rôle est de permettre aux populations qui n'ont pas accès au réseau d'électricité de pouvoir, grâce aux panneaux solaires, d'avoir accès aux utilitaires quotidiens. Également, dans le cadre de la vie villageoise, avoir accès à une pompe à eau au lieu d'aller chercher l'eau à des kilomètres. À tous les niveaux, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a expliqué la vision du chef de l'État en matière d'énergie renouvelable. Le patron du groupe Tata s'est félicité et s'est dit impressionné par les aspirations et les ambitions de la Guinée en matière d'énergie renouvelable. Et surtout le président de la République qui est le coordinateur de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Donc ils ont souhaité s'associer à la Guinée pour la réalisation de ces ambitions. Il a chargé
de programme de l'Alliance solaire internationale, donc du secrétariat, qui s'est jointe à nous et qui a échangé avec nous, et nous leur avons expliqué l'interconnexion entre l'Alliance solaire internationale et l'initiative africaine sur les énergies renouvelables pilotée par le président de la République. Donc nous leur avons expliqué non seulement l'interconnexion, mais le fait que ces deux initiatives qui sont nées lors de la COP21, ces deux initiatives se renforcent mutuellement. Et pour plus d'action et d'impact, les responsables du groupe Tata et la chargée du programme de l'Alliance solaire internationale se rendront prochainement en Guinée. Dans l'actualité encore, les travaux de la 10e conférence des présidents de l'Assemblée et de la région Afrique de l'APF s'ouvrent dans quelques heures à Lomé, au Togo. Cette conférence offre l'occasion aux parlementaires de faire le point sur la coopération parlementaire. Ablaye Diallo, envoyé spécial. Lomé, la capitale togolaise. Depuis ce 13 mars 2018, cette ville accueille les présidents des parlements des pays membres de la francophonie. Ces premiers responsables du pouvoir législatif se réunissent pour débattre des questions qui touchent l'Afrique et particulièrement les pays de l'espace francophone. La situation sociopolitique, la crise migratoire et le respect des droits humains sont entre autres sujets inscrits à l'ordre du jour de cette 10e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'APF. Le débat devrait permettre à ses participants de réfléchir sur le rôle des parlements dans la mise en place d'une coopération renforcée sur le plan sécuritaire et de démanteler les réseaux. L'honorable Claude Kodi-Koundiano et ses homologues aborderont aussi la question de la couche juvénile en vue d'instaurer une communication volontariste à destination de la jeunesse africaine nécessaire pour décourager la pratique d'immigration. Le constat prouve que 60% de la population africaine à moins de 25 ans et des centaines de milliers de jeunes sont désespérés par le chômage, la pauvreté et l'absence de perspectives dans leur pays d'origine. Retour en Guinée, la Croix-Rouge a exécuté plusieurs actions à la faveur de la fête des femmes à Conakry. À l'initiative de l'association des filles et femmes volontaires, elle a offert des kits hygiéniques aux nourrices et procédé à l'assainissement des lieux publics. Fatoumata Batouli Diallo, Abdul Karim Kamara, reportage. Le 8 mars a été diversement fêté dans le pays. Certaines femmes ont participé aux cérémonies officielles. D'autres ont choisi des œuvres de charité pour venir en aide aux nécessiteux. Ce jeudi, à la maternité de l'hôpital Ignace Dine, la Croix-Rouge guinéenne est venue faire don d'un important lot de kits hygiéniques aux nourrices. Bonne chance à toutes les femmes guinéennes et africaines, toutes les femmes. Vraiment, je suis content. Je vous encourage. Les agents de la Croix-Rouge, de leur côté, ont reçu des gants, des balais, des bavards contre la poussière, des pulvérisateurs pour désinfecter les lieux. L'initiative est de l'association des filles et femmes volontaires de la Croix-Rouge. À l'occasion de cette fête, la fête internationale des femmes, que nous, les filles femmes volontaires, on a jugé nécessaire de venir en aide les personnes les plus vulnérables, les personnes qui en ont besoin, parce que ça se trouve dans notre mandat. On intervient dans plusieurs domaines, à savoir l'assainissement, la désinfection, la sensibilisation sur le VIH-Sida, la sensibilisation les violations faites aux mineurs et aux femmes. Nous intervenons dans plusieurs domaines. Nous intervenons aussi en premier secours. C'est pour vous dire que les filles femmes volontaires de la Croix-Rouge sont des femmes polyvalentes. Les responsables de l'hôpital saluent et encouragent ce geste de l'association. Que du bonheur pour nous lorsque la Croix-Rouge vient au secours d'abord de nos malades, mais plus d'une fois et plusieurs fois, je le dirais, la Croix-Rouge s'est vraiment efforcée à venir en aide à notre structure, que ce soit dans les cas de calamité ou que ce soit dans les cas normaux comme aujourd'hui lors de la fête des femmes, où vous êtes toujours investis. Je ne peux que vous remercier parce que finalement, quelle est la vraie valeur d'un homme pour moi? C'est ton degré d'utilité sociale vis-à-vis des autres. Cette association ambitionne aussi de participer aux différentes activités de développement du pays et accompagner le gouvernement et les initiatives locales dans leur combat contre l'insalubrité.
La lutte contre la pêche illicite, la question était au centre des échanges des acteurs de l'administration maritime. L'objectif de cette retraite de Kindia est de renforcer la sécurité et la coopération internationale pour booster l'économie maritime. Folé Camara signe ce reportage. Pour stopper les actes illégaux sur les 317 km de côte guinéenne, au-delà des radars de la préfecture maritime, l'aviso patrouilleur français sillonne périodiquement le littoral. L'objectif de cette coopération maritime guinéo-française est d'aider les acteurs du secteur à affûter le système de surveillance de la façade maritime pour lutter contre la pêche illicite. Nous avons régulièrement des patrouilles de la mission Coram qui passent au large de la Guinée et qui exercent au profit de la Guinée en coordination avec la marine française et la préfecture maritime, qui exerce ce qu'on appelle le contrôle naval volontaire. C'est-à-dire que nous avons d'une part des navires qui permettent de rendre compte à la préfecture maritime de ce qu'elle voit dans les eaux internationales. Donc quand le bateau français passe, il est aussi un petit peu l'œil et le radar de la préfecture maritime au-delà de la portée des radars côtiers. Ensuite, nous avons aussi des opérations aériennes avec une surveillance maritime qui est exercée par des aéronefs. Par le biais de cette coopération, une chaîne sémaphorique vient d'être installée sur le littoral. Ce dispositif de surveillance électronique vient conforter la gouvernance maritime. Cette politique de gestion durable des ressources halieutiques doit être redynamisée pour continuer à éviter la liste noire des pays tiers non coopérants de l'Union européenne. L'impact sur l'économie, ce sont des impacts très nocifs en matière économique et en matière de stratégie maritime. Pour un petit recul, dans les années 2000, 2002 jusqu'à 2005, la Guinée perdait aux environs de 400 millions de dollars par rapport à l'exploitation irrationnelle de nos espaces maritimes, en matière de pêche, en matière de navigation commerciale, tout ce qui entoure les activités illicites et des activités illégales qui étaient commises à l'époque sur le territoire maritime guinéen. Aujourd'hui, on est fiers de constater qu'il y a eu une avancée dans la qualification de cette économie maritime. Au-delà des acquis, des défis à relever gravitent autour de la protection de l'environnement marin, souvent affecté par des mauvais comportements des capitaines des bateaux qui déversent dans les eaux des substances susceptibles de polluer le milieu marin. Selon le code de l'environnement, il y a une certaine distance à partir de laquelle le bateau doit commencer à lâcher, par exemple, ses eaux de ballast. Savez-vous qu'un litre de carburant en mer peut générer au moins déjà 1 km² de film qui rejette l'insolation dans l'atmosphère. Donc les populations, les poissons qui vivent là sont asphyxiés souvent parce que ne peuvent pas avoir la photosynthèse. Tout l'oxygène est réfléchi. L'État intervient de façon éparse à travers certaines administrations. Donc la coordination de ces actions renforce l'activité et la valorise. En plus, c'est une sorte de mutualisation des efforts. Parce qu'aujourd'hui, la mer n'appartient pas à une seule personne, à une seule entité. L'avant-projet de décret portant organisation de l'action de l'État sur le littoral va permettre de trouver une réponse rapide face aux événements de mer. Naufrage, piraterie, coulage pétrolier et pollution. Une réponse où les attributions des différents acteurs du comité interministériel sont bien définies. Et puis, dans le même registre, le pays de la Manoriva se mobilise pour une meilleure gestion des écosystèmes forestiers des eaux internationales. Un projet sous-régional vient d'être lancé dans ce sens pour mettre en place une vision transfrontalière de préservation des ressources naturelles. Mamadou Alpha Bali. Avec 14 bassins transfrontaliers, plus de 9000 espèces de plantes répertoriées, la Guinée joue un rôle vital dans l'équilibre climatique de la sous-région. La conservation et la gestion de ces ressources naturelles préoccupent les 4 pays de l'Union du fleuve Mano. On est le 3e écosystème forestier du monde, n'est-ce pas? Après le Brésil en Amazonie et le bassin du fleuve Congo.
Ensuite, nous avons 7 fleuves internationaux qui prennent leurs sources en Guinée. Ces ressources qui sont transfrontalières doivent être gérées de manière collégiale. Et elles sont, je pense, des liens très forts entre les populations des 4 pays. Et c'est pourquoi c'est important que les Guinéens, n'est-ce pas, en prennent soin. Et particulièrement. Les eaux et les forêts constituent des éléments de conflit, des conflits entre pays, les conflits entre les différentes parties prenantes, les conflits intersectoriels. Donc ça c'est là où on situe le premier enjeu de ces ressources naturelles. Il y a aussi les enjeux économiques parce que les forêts et les eaux regorgent de nombreuses ressources naturelles qui sont utiles à la population. On parlait de gestion durable, c'est pour assurer la pérennité de ces ressources pour les générations actuelles et les générations futures. Les échanges de Conakry permettront aussi de mettre en œuvre un programme de protection, voire d'extension des forêts de Ziama, Djeké et celle des Monemba. La conservation communautaire qui sera un outil privilégié et également la sensibilisation au niveau de l'éducation environnementale. Ces associations des usagers seront mises en place depuis les villages jusqu'au niveau régional. Accompagné par l'Union internationale de la conservation de la nature et Global Environment Facility, le projet de conservation des écosystèmes et de la gestion des ressources en eau contribuera à une meilleure préservation de la nature pour le bien des populations de l'espace Mano. Une rencontre des hommes de médias et de communication se tient à Conakry. Crosscom, salon professionnel des médias et de la communication, planche sur la place du numérique. À l'ouverture des travaux ce matin, le ministre de la Communication, Rachid Ndiaye, a invité les uns et les autres à se servir des réseaux sociaux de façon responsable. Tierno Ousmane Diallo signe ce reportage. Tribune d'expression et de formation pour les hommes de médias et de communication, la première édition du Crosscom s'ouvre avec pour but de qualifier davantage journalistes et communicants évoluant en Guinée. Un événement inédit qui crée un cadre d'échange sur les défis qu'ils doivent tous relever au quotidien dans l'exercice de leur profession. Nous devons être et demeurer la sentinelle de la paix et l'unité de la Guinée grâce à une pratique responsable de notre métier. Nous devons pouvoir le vivre et l'exercer en respectant les canaux d'expression qui nous commandent, l'éthique et la déontologie. Soyons de véritables professionnels et restons des patriotes au service de causes justes et de la vérité positive. De nombreux thèmes comme la responsabilité des journalistes dans la cohésion sociale ou le marketing digital vont être abordés. Une rencontre qui va poser les jalons pour la réussite d'un autre événement attendu par l'ensemble de la presse guinéenne. Ce salon sera, je n'ai aucun doute là-dessus, un tremplin pour l'organisation de la journée nationale de la presse qui est en cours de préparation. Les thèmes qui seront abordés ici nous inspireront pour cette journée. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour le groupe d'Icopress et pour Guinée Industrie Ciment. Et au nom des directeurs qui sont ici dans la salle des deux côtés, je voudrais réellement vous rassurer d'une chose. Tout ce qui rentre dans le cadre de la qualification des médias, qui sont nos premiers partenaires dans le cadre du développement de nos entreprises, nous sommes prêts à nous y associer. Avec des invités venus de la sous-région, du Maghreb et de l'Europe, le Crosscom joue aussi sa partition dans l'ouverture de la Guinée au reste du monde. Il va être question de régulation du secteur de la publicité et de partage d'expériences dans ce domaine entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Une première édition placée sous le signe des nouvelles problématiques du journalisme à l'ère du numérique. Là-dessus, le ministre de la Communication invite les journalistes à aller à la source de l'information et à utiliser de manière professionnelle les nouveaux outils d'information. Les réseaux sociaux parfois ont tendance à prendre le pas sur l'information classique.
Les réseaux sociaux ne sont pas négligeables parce que c'est important, c'est un outil de connexion des gens. C'est important que l'information circule rapidement, mais ce qui est important aussi, c'est que l'information soit fondée, que l'information ne repose pas sur des considérations personnelles, ne repose pas sur le racket, ne repose pas sur disons, des considérations personnelles les uns contre les autres. Et ça, c'est un peu regrettable parce que vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui où le réflexe classique des gens aujourd'hui, c'est pour avoir accès à l'information, c'est d'ouvrir leur téléphone. Et à ce niveau-là, je crois que c'est très important qu'on y introduise un code d'éthique et de déontologie afin que chacun sache que le numérique ne permet pas de sortir du traitement classique de l'information. Quand vous êtes journaliste, vous avez des devoirs et des responsabilités. Ces responsabilités, elles sont fixées par la loi. Et la loi vous protège et la loi également fixe les limites de votre action. Je crois que de ce point de vue, c'est très important que nous continuions à réfléchir pour que les sites internet aussi comprennent que c'est des outils de communication nobles, hein, mais ce n'est pas parce que c'est derrière l'écran que c'est l'anonymat qu'à ce moment-là qu'on peut être tenté d'utiliser des informations qui ne sont pas sourcées. Les travaux de cette première édition du CROSCOM prendront fin demain. Durant toute la journée, des spécialistes vont se succéder pour partager leur savoir dans les domaines de la communication et du journalisme. CROSCOM, une première dans le pays initiée par notre collègue Adel Camara, journaliste à la RTJ. La société Kinets est depuis quelques jours, vous le savez certainement, dans le viseur des services spéciaux de la lutte contre le crime organisé. Cette entreprise de vente en ligne vient de porter un démenti sur les accusations portées contre elle. C'est au cours d'une conférence de presse à Conakry. Bernard Tanguino. Depuis quelques jours, la société Quinet est dans le viseur des services spéciaux de lutte contre le grand banditisme. Cette entreprise d'achat et de vente en ligne est accusée d'arnaque par les services du colonel Moussa Tchegboro Camara. Pour réfuter ces accusations portées contre elle, la société anime une conférence de presse. Par la voix de son consultant résident en Guinée, Quinet affirme exercer ses activités en toute légalité. Quinet, comme toutes les sociétés de vente en ligne en Guinée, sont sous le coup de la loi L 2016-035 relative aux transactions commerciales en ligne. Donc, si vous lisez cette loi, Quinet n'a rien violé en la matière. Et elle est complètement sur les bases légales. Elle est même allée loin parce qu'elle est rentrée en joint venture avec une entreprise locale en Guinée. Selon le conférencier, Quinet est une structure commerciale mondiale qui sous-traite en Guinée avec l'entreprise Africa Business Consulting. Souleymane Doumbouya dénonce et condamne les séquestrations dont sont actuellement victimes les travailleurs de Quinet de la part du colonel Moussa Tchegboro. Le colonel n'a pas compris et si quand le colonel comprendra, je pense qu'il sera le premier défenseur de cette société parce qu'elle permet aux autorités actuelles de résoudre un problème qui est criard, qui est, je dirais, l'emploi. Parce que vous travaillez ou pas, l'essentiel c'est d'avoir des revenus. Quinet permet à quelqu'un qui s'investit pour lui d'avoir en retour des revenus. Et c'est ce qui est important. Et Quinet l'assure. Chaque fois que vous réalisez le plan de compensation auquel vous êtes soumis. Et ça, c'est une réalité. Et nous comptons rétablir notre honneur. Nous ne sommes pas des escrocs, nous ne sommes pas des arnaqueurs. Un bras de fer est ainsi ouvert entre Quinet et les services spéciaux de lutte contre le grand banditisme. En attendant l'issue de la procédure, les interrogations se poursuivent au sein de la population. Une population qui avait déjà massivement souscrit aux offres de Quinet, aujourd'hui présent à travers le pays. Bernard Tanguino, c'est un dossier à suivre. Les lauréats du concours Hub Africa sont désormais connus. 3 projets ont été sélectionnés à l'issue d'un concours organisé par le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Ces lauréats vont compétir à nouveau au Maroc avec ceux des 19 pays membres de Hub Africa. Le point avec Yaya Silla. Au final, 3 projets ont été retenus comme lauréats pour représenter la Guinée au Maroc lors du prochain concours qui sera organisé par Hub Africa.
Cette rencontre marque la fin d'un processus de sélection des pêcheurs devant affronter ceux des 19 pays membres du CJD, Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Kira, c'est un projet que nous portons actuellement, c'est pour traiter de la problématique des adresses physiques. Comme je vous ai dit, une large partie de la population n'a pas d'adresse et est incapable d'indiquer chez lui. Donc il ne peut pas accéder à des services de base, à des services publics, comme par exemple appeler une simple ambulance pour venir le secourir à la maison. Et notre application permet de pallier à ça, mais en proposant un outil qui est très simple. Gagner ici en Guinée n'est qu'une première étape. On va au Maroc, on ira au Maroc pour gagner. Point final. On n'ira pas pour participer, on va pour remporter la coupe et revenir. On n'a pas le temps de seulement participer, mais pour gagner. Les porteurs des projets Tulip, Jimol et Kira sont des plateformes de sociétés à caractère économique. Elles bénéficieront ainsi de l'expertise de Hub Africa, une autre plateforme très puissante d'ailleurs, basée au Maroc. Elle travaille en partenariat avec le CJD pour la promotion des entrepreneurs guinéens. Il y a un mois en arrière, nous avons lancé un projet pour que les candidats puissent proposer des projets. Nous avons reçu une 60aine de projets et il y a une semaine en arrière, nous avons délibéré, nous avons sélectionné 11 projets. Et aujourd'hui, les 11 lauréats sont venus présenter leurs projets à cet hôtel et nous avons retenu les meilleurs et les 3 meilleurs. Et les 3 meilleurs, nous allons financer leur voyage au Maroc. Ils vont aller compétir avec d'autres lauréats dans d'autres différents pays. Et normalement, si tout se passe bien, si nous avons des candidats qui sont retenus, ils seront dans un système de financement participatif et ils vont trouver la solution à leur problème qui est le financement de leur projet. Depuis l'avènement de la Troisième République, toutes les mesures ont été prises pour faciliter la création des entreprises et la promotion des investisseurs en Guinée. Nous avons un département qui est en charge de l'accompagnement des entreprises en République de Guinée. Donc, comme je l'ai annoncé lors de la délibération, nous allons mettre en relation ces jeunes avec ce département pour qu'on puisse les accompagner et leur permettre d'améliorer soit leur plan d'affaires et même les jeunes qui ont gagné le voyage, on va essayer de les coacher pour qu'ils puissent gagner au niveau de Casa de Hub Africa. La Guinée était présente au Maroc l'année dernière lors du concours organisé par Hub Africa. Les projets sélectionnés ont tous été retenus. Cette année, elle se propose de récidiver. L'autre temps fort de cette édition, la marche de l'opposition a provoqué des violences et des dégâts à Conakry. Un jeune manifestant a trouvé la mort et un gendarme a été grièvement blessé par les manifestants ce mercredi à Wanindara, dans la commune de Ratoma. Les forces de sécurité sont mobilisées pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Un reportage, Alpha Isiagaba, Mamadou Saliouba. En pleine mission de travail sur le terrain, commandant Ousmane Sadio Diallo de l'escadron numéro 16 de Samatra, préfecture de Dubreka, a reçu une balle en pleine figure. Le tir serait parti d'un fusil calibre 12. C'était cet après-midi à Wanindra lors des manifestations politiques. Selon plusieurs témoignages, c'était un manifestant qui aurait blessé le commandant. Donc dans la journée d'aujourd'hui, l'escadron gendarmerie mobile numéro 16 de Samatra était en patrouille au niveau de Wanindara. Donc quand ils sont arrivés au niveau de la T5, il y avait un groupe de femmes qui scandaient des slogans. C'est en ce moment que le chef d'escadron Ousmane Sadio Diallo est arrivé avec sa jeep et sa troupe. Donc ils étaient en train de sensibiliser les femmes, qui ont accepté d'ailleurs. C'est quand les femmes ont ouvert la brèche pour se retourner qu'un jeune est sorti de nulle part avec une arme calibre 12 sciée, et voilà, il a ouvert le feu sur lui, donc il a été atteint. C'est vers 15 heures qu'on a reçu ce blessé, gendarme, avec une plaie pénétrante au niveau de la joue. Radio réalisée, nous avons constaté la présence d'un corps étranger. Non, médicalement, ce n'est pas possible maintenant là, parce que c'est un corps étranger, l'organisme va le rejeter. Ok, donc vouloir maintenant ouvrir, on va créer beaucoup plus de dégâts que le plomb lui-même. Ousmane Sadio n'était pas seul. 3 autres gendarmes ont été grièvement blessés par des manifestants sur la route Le Prince. Selon les informations, un civil du nom de Boubacar Bari aurait également perdu la vie au compte de cette journée.
Au nom du haut commandement de la gendarmerie, nous présentons nos condoléances les plus attristées. Il semblerait aussi qu'il y a un jeune civil qui a été atteint par balle au niveau de Wanindara. Donc voilà, condoléances les plus attristées. Il faut que les gens arrivent à savoir que c'est entre nous Guinéens. On n'a pas besoin de se faire du mal. On peut scander des slogans, on peut faire sortir des pancartes. Mais quant à prendre une arme et voilà, ouvrir le feu sur quelqu'un, cela ne se doit pas. Le lundi dernier, un autre policier de la CMS numéro 1 a perdu son œil dans les violences récemment survenues à Conakry. Après ces différents incidents déplorables, les autorités appellent à la retenue et à la quiétude sociale. Et puis, aux dernières nouvelles, les manifestations d'aujourd'hui ont fait 2 morts parmi les civils, selon le bilan communiqué par les services de sécurité. La communauté de Bassano a un nouveau patriarche, Elhaj Kani Karamo Sangaré, âgé de 102 ans. Son intronisation s'est déroulée à Jibadou, dans la préfecture de Beila. Notre reporter revient sur le rituel d'investiture d'un chef traditionnel dans la communauté Bassano. On va donc suivre le reportage de Hansman Toumani Kamara. Djibadou, dans la préfecture de Beila, est la localité qui a abrité les cérémonies d'intronisation du patriarche de la communauté de Bassano. Une communauté dont l'étendue géographique touche les préfectures de Beila, Kéréouani, Lola et Kankan. Pour cette investiture, tout un rituel. Le chef coutumier rejoint la place publique sur son cheval, symbole de l'opulence et du pouvoir. Avant de recevoir les attributs du pouvoir, le nouveau leader traditionnel de Bassano est accueilli par des chants épiques réservés exclusivement aux grands hommes. Septième patriarche de la communauté de Bassano depuis mai 2007, Elhaj Kani Karamo Sangaré reçoit par la suite les attributs de sa nouvelle fonction de chef coutumier. Un bonnet traditionnel et un fauteuil qui symbolisent le grade suprême de la hiérarchie des Peuls de Bassano. Le Coran, la canne et la babouche de commandement complètent ces symboles du pouvoir traditionnel. Cet événement, nous sommes à la 7e étape du JAR pour ces derniers temps-là. La communauté a beaucoup de choses en projet. D'abord, nous voulons organiser notre communauté dans le cadre du développement agricole. Ensuite, dans le cadre de notre activité principale qui est l'élevage, nous voulons organiser ça et nous avons même fait des documents pour qu'on puisse nous adresser au gouvernement afin qu'il puisse nous accorder des appuis, des aides pour qu'on puisse développer cette activité. Une nouvelle maison et un forage réalisés par la communauté viennent meubler l'autonomie du nouveau patriarche de Bassano. Âgé de 102 ans, Elhaj Kani Karamo Sangaré aura désormais pour mission de fédérer l'ensemble des fils de Bassano autour des projets de développement, de régler les conflits, protéger et valoriser le patrimoine culturel de Bassano, non encore exploité à fond. Hansman Toumani Kamara, merci pour ce reportage. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.